Innisfree es un pequeño pueblecito al suroeste de Irlanda. Un pueblecito que curiosamente ha estado muy marcado por la historia de un rodaje que se dio ahí 40 años atrás, que es la película The Quiet Man, El hombre tranquilo, de John Ford. Esa película de alguna manera se ha integrado como nuevo legado cultural de Innisfree, ¿no? Al mismo nivel que todas las otras culturas que han ido conformando esa realidad del presente, como los celtas, los normandos, los vikingos y todas las culturas anteriores, ¿no? Por eso a mí me atraía mucho como cineasta el abordar la realidad de un lugar absolutamente incomprensible si no es a través del conocimiento de ese evento, del rodaje de esa película, ¿no? Desde entonces, de alguna manera, John Ford, John Wayne y todos los personajes de ese equipo, todos los actores, están planeando sobre esos paisajes, sobre esas personas, conviven espectralmente con sus habitantes, ¿no? Forman parte del lugar. Con todo, mi película no quiere ser un discurso cinéfilo ni en absoluto una película sobre John Ford, ¿no? Habla de esa realidad, de ese lugar, de esa localidad, de sus habitantes, de sus historias, de Innisfree, en definitiva. J'ai choisi de présenter ce film, La corde de la vie, dans mon festival, parce que je trouve que c'est un magnifique film sur la musique, l'amour, la vie, la création. Pour dire quelques mots de l'histoire, Anna, la protagoniste, est deuxième violon à l'orchestre philharmonique à Stockholm où elle vit. Christian, l'homme qu'elle aime, est violoncelliste à l'ensemble intercontemporain de Pierre Boulez à Paris. Ylva Julin, la réalisatrice, est l'amie d'enfance de Anna. Elle a eu envie de faire un portrait de son amie Anna à un moment de sa vie où partagé entre sa passion pour la musique et le désir de vivre son amour. Elle fait le bilan d'un parcours de sa vie et tente d'imaginer son avenir. C'est un film tout en finesse, en nuances, plein de bonheur, de tendresse et plein de musique. ב-1981, לפני 10 שנים, הייתי סטודנט לארכיטקטורה בטכניון בחיפה. והייתי נוהג לחצות את העיר בכל מיני כיוונים. הייתי מנסה למצוא מקומות שלא ראיתי אותם קודם. יום אחד המכונית נתקעה באיזשהו קול דה סאק. יצאתי, התחלתי ללכת ברגל וראיתי איש שמתקרב אליי עם חמור. האיש הזה קראו לו יוסוף, הוא הזמין אותי לשתות אותו כוס תה, והמקום היה ואדי רושמיה. ואדי רושמיה הוא אחד משלושת הוודיות שיורדים מהכרמל לים התיכון, למפרץ. והוא היה עד סוף שנות ה-40 מחצבה שהבריטים השתמשו בה כדי לאסוף אבנים וחצץ, להרחיב את הנמל שהם בנו. והמחצבה הזאת, הם נטשו אותה, ואז התחילו להתיישב בה כל מיני קבוצות של אנשים, התיישבו בה פליטים ערביים אחרי 48, התיישבו בה יהודים שהגיעו ממחנות הריכוז במזרח אירופה. והיא הפכה להיות מין איזה מיקרוקוסמוס כזה של המזרח התיכון, שאנשים ממקומות שונים, עם חלקים של ביוגרפיות שבורות,
בעצם כולם פליטים מאיזושהי טרגדיה אחת או אחרת. והם יצרו איזשהו דו-קיום שביר בשוליים של החברה הישראלית. התחלתי לצלם אותם, זה בעצם לא היה סרט דוקומנטרי כמו שאנחנו רגילים לחשוב עליו במובן של רפורטאז'ה, זה היה סדרה של שיחות, של פרגמנטים של שיחות. 10 שנים מאוחר יותר חזרתי למקום. מצאתי שהרבה דברים השתנו, הרבה אנשים עזבו, חלק מתו. הגיעו אנשים חדשים מרוסיה. התווספה עוד שכבה לוואדי. והוואדי שמר על הכוח של הקבוצה של האנשים שמתבוננים במציאות הישראלית, שחיים בתוכה, מתבוננים בה מאיזשהו מרחק, שלא נכנסים באופן ישיר לפולמיקה של הפוליטיקאים, ורוצים ליצור איזושהי צורה שבה אנשים יוכלו לחיות יחד במזרח התיכון. Je ne pouvais pas imaginer, en entreprenant Hôtel du Parc il y a 3 ans, que l'histoire me rattraperait et rattraperait le film. Pendant 50 ans, on a occulté, diabolisé Vichy, et voilà que son fantôme reparaît, qu'il ressurgit derrière les discours d'hommes politiques, que son héritage est revendiqué ouvertement et qu'on l'étale maintenant au grand jour. Il y avait donc de bonnes raisons de remuer cette mauvaise mémoire, la mémoire de ces 4 années pendant lesquelles la France s'est déchirée en 2 camps. D'un côté, la résistance, on sait ce qu'elle fut, on sait ce qu'on lui doit, et de l'autre, le camp de ceux qui avaient choisi de suivre Pétain dans sa politique de collaboration avec l'Allemagne nazie. Pour plonger au cœur des motivations, des projets de ces hommes, pour faire un film sur eux, il n'y avait pas assez d'archives, il n'y avait pas assez d'images. J'ai donc décidé d'en fabriquer. Dans le film donc que vous allez voir, tout ou presque est faux, mais tout ou presque est vrai. N'en déplaise à certains, il n'y a jamais eu 2 Vichy, un bon Vichy qui se serait opposé à un mauvais Vichy, un bon Pétain et un méchant Laval. L'État français fut un et indivisible. Si toutefois on veut distinguer 2 périodes, on peut dire simplement que la deuxième met à nu l'implacable logique des choix de la première. Dans cette deuxième partie de l'Hôtel du Parc, les germes de la Révolution nationale vont s'épanouir dans un Vichy répressif qui s'ajoute à la répression allemande. Rafles et déportations de juifs, tribunaux d'exception, travaux forcés pour les ouvriers français, le STO, mainmise de la milice dans tous les rouages de l'État. Si on ajoute à ça l'acharnement des éléments les plus collaborateurs, le tout va déboucher sur une guerre civile brève mais meurtrière. Pour parler de ces années noires les plus sombres de l'occupation, j'ai à partir de faits réels et de documents véridiques fabriqué des fausses images, des fausses archives. On peut donc dire que dans ce film, tout est faux, mais aussi que tout est vrai.
Meine letzten Filme untersuchen die Geschichte der Arbeit in Deutschland seit 1933. Die Geschichte der Arbeit und der Bilder und Vorstellungen, die man sich von ihr gemacht hat. Im Volkswagen-Komplex kann man nun sehen, wie die Arbeit allmählich aus der Fabrik verschwindet und durch Maschinen und Roboter ersetzt wird. Friedrich Engels hat einmal behauptet, der größte Anteil an der Menschwerdung des Affen sei durch die Arbeit bestimmt. Die Frage ist nun, was geschieht, wenn dieser Anteil reduziert wird oder ganz und gar erlöscht. Im Volkswagen-Film kann man außerdem sehen, dass ein Film montiert wird wie ein Auto. Aber wie immer man den Volkswagen auch zusammenbaut, es kommt immer die Bundesrepublik dabei heraus. Dans l'histoire de chaque pays, il y a des événements où tous les cinéastes, je pense, ont envie de prendre la caméra, de descendre dans la rue pour fixer ce qui se passe. Et en Allemagne, on a vécu maintenant une telle période. Normalement, je fais des films de fiction, mais le documentaire, c'est l'autre côté de notre métier. Je serais malheureux si je ne peux pas faire de temps en temps un documentaire, c'est très important pour moi. Là, c'était un sujet un peu spécial, le sujet est très grand, faire un film sur l'Allemagne. Je ne suis pas un journaliste, alors je n'ai pas essayé de faire de l'actualité, mais j'étais ouvert, j'ai découvert mon propre pays. Une partie, je ne le connaissais pas. L'autre partie à l'ouest, bon, je suis allé aux endroits, aux lieux de mes films de fiction que j'ai tournés les dernières années. Et finalement, le film que vous allez voir, c'est un film en 7 images qui ont tous un rythme très différent, mais ont une chose en commun, c'est qu'ils parlent des gens de mon peuple. Lorsqu'éclate la guerre d'Algérie en 1954, peu de Français sont au fait des événements qui sont en cours. Or, 400 000 Algériens vivaient en France en ces années, et ces 400 000 Algériens vont représenter une force considérable dans le cadre de la lutte du Front de libération nationale algérien. En France, un certain nombre de Français ont très vite pris conscience de l'importance de l'enjeu et se sont mis de leur propre chef au soutien des Algériens en les aidant de tous les moyens dont ils pouvaient disposer. Richard Coppens, le réalisateur du film qu'on va voir, Les Frères des Frères, a vécu la fin des années de la guerre d'Algérie et du soutien aux Algériens en France. Il a rencontré un certain nombre des acteurs de ce soutien et leur a rendu en quelque sorte un hommage en leur rendant leur mémoire par l'image. Ce film que nous allons voir raconte les aléas du soutien de gens qui sont allés jusqu'à, en quelque sorte, trahir leur propre pays au nom de l'éthique, au nom d'une certaine morale humaine et politique. Quand je vais chez le médecin,
Ce qui m'étonne toujours, et même ça m'inquiète, c'est qu'il sait quelque chose sur ma vie que je ne sais pas. Et cette relation est très forte, c'est ça que je voulais filmer, le docteur et ses patients. Alors j'ai rencontré un médecin généraliste qui a bien voulu que je le suive dans ses consultations à domicile et au cabinet. Et c'était d'autant plus intéressant qu'il partait à la retraite et qu'il y avait donc un enjeu pour lui aussi très fort dans son dialogue avec les patients, parce qu'il allait cesser d'être leur sorcier, quoi. Voilà, alors j'ai utilisé pour faire ce film une caméra très légère que tout le monde peut acheter, la caméra vidéo 8. Et c'est un instrument formidable parce qu'elle permet de voir et donc de montrer la beauté de tout ce qui est très ordinaire. Premier convoi. Ce document que vous allez voir pourrait s'appeler La mémoire. C'est l'histoire racontée par 12 survivants du premier convoi parti de France il y a presque 50 ans maintenant. Sur 1112 déportés, 20 sont rentrés, 12 sont encore vivants et ils ont accepté de parler. Ils ont toujours voulu raconter, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais voulu les entendre. Ce soir, vous les entendrez, avec des mots très simples, terribles dans leur simplicité. Et leur silence est encore pire que leurs paroles. Mais ils diront ce qu'ils ont vécu. Ce qu'ils ont vécu, les autres Français, tous ceux qui ont été déportés ensuite, l'ont vécu de la même façon. Moins longtemps, certes, avec des histoires un peu différentes, car ceux qui ont survécu ont toujours eu, à un moment quelconque, une chance qui leur a permis de se survivre. Sans ça, ils seraient morts, ou tout de suite, ou très rapidement. Mais ce qu'ils nous apprennent ce soir surtout, et qu'il faut entendre, c'est que si nous ne sommes pas vigilants, tout ça peut recommencer. Et s'ils ont parlé, c'est que plus jamais, c'est qu'il faut que plus jamais ça ne puisse se produire. Bien, j'ai tourné ce film à ma manière, c'est-à-dire seul, une caméra sur l'épaule, un micro sur la caméra. C'est ma manière à moi d'appréhender le monde comme un photographe, dans la légèreté, la rapidité, mais aussi le temps, car c'est un film qui s'est fait dans le temps des rencontres avec des gens, le temps de rencontres où l'on se mettait à parler, on avançait progressivement. Il y avait une règle du jeu très simple entre nous, c'était de dire « Parle-moi de toi, dis-moi qui tu es ». C'était non pas une histoire de « dis-moi ta vérité », mais « dis-moi ce que tu veux, dis-moi ton désir, qu'est-ce qui te fait vivre ». Alors, pour faire ce film, j'ai été dans plein d'endroits différents, rencontrer plein de gens différents. J'ai essayé de tisser quelque chose, des correspondances. Quelque chose qui parle de notre monde.
j'avais pas envie de raconter tout Sartre. Ça me paraissait pas possible et pas intéressant de faire un film qui racontait tout Sartre. Alors j'ai eu envie de raconter Sartre par une petite fenêtre, par une porte étroite. Et pour ça, j'ai choisi un scénario que Sartre a écrit en 1958 pour John Huston sur Freud. Et là, ce scénario d'abord m'a passionné. Je trouvais que c'était un scénario formidable et que ça ferait un film superbe. Et que j'ai eu envie de comprendre comment s'était passée la rencontre entre ces deux hommes, entre ce grand cinéaste et cet écrivain. Et ce scénario qu'ils ont écrit ensemble permet de raconter les rapports entre ces deux hommes. Et ces rapports sont passionnels, ils sont conflictuels, ils sont tendus. Et on ne connaît de ces rapports que des textes écrits. Il y a les mémoires de John Huston, il y a des interviews de Sartre. Et j'avais très envie, ils sont source de fiction. En les lisant, on voit déjà ces deux hommes s'animer. Et j'ai eu envie de les voir. Et j'ai demandé à des comédiens, parce qu'il n'y a pas d'image de ces rencontres, il n'y a pas d'interview de Sartre ou de Huston parlant l'un de l'autre. Et j'ai eu envie, moi, de les voir se parler l'un l'autre. Et pour ça, j'ai demandé à des comédiens de jouer l'un Sartre et l'autre Huston pour donner à cette rencontre un visage. Mais raconter ce scénario complètement, c'était pas suffisant si ça débouchait pas sur un projet sartrien plus fort. Et l'un des projets de Sartre les plus ambitieux, les plus réussis, c'est les mots, le texte autobiographique, le texte où il raconte son enfance. Alors ce texte, Sartre l'a commencé avant d'écrire le scénario Freud. Il a commencé et puis il s'est arrêté, il n'a pas pu le finir et il a repris après avoir écrit le scénario. Et j'ai senti très fort que le passage par Freud, par ce scénario, par cette commande avait permis à Sartre de continuer ce texte, les mots, de raconter son enfance avec un regard d'une force, d'une lucidité qui nous bouleverse quand on lit ce texte. Alors voilà, simplement à travers un scénario, le scénario Freud, et un texte, les mots, j'ai essayé de raconter un Sartre qui m'a passionné, que je trouve d'une force et d'une provocation complète, d'un Sartre qui se bat contre lui-même, d'un Sartre contre Sartre. Dans quelques jours, dans quelques semaines, devrait avoir lieu sur la place Rouge à Moscou le défilé anniversaire de la Grande Révolution d'octobre. Eh bien, ce défilé n'aura pas lieu, ou plutôt s'il a lieu, il n'aura rien à voir, ou pas grand-chose à voir, avec tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Il y a un an, j'étais sur la place Rouge, le 7 novembre 1990, pour ce qui sera sans doute le dernier défilé de cette nature dans cet endroit. J'y étais avec Nicolas Kazakov et les vieux militants bolcheviques de sa génération qui ont travaillé à Zil, cette usine de la banlieue de Moscou qui fabrique des automobiles, et ce, depuis la Grande Révolution de 1917. Avec lui, avec ses amis, nous avons essayé d'embrasser l'ensemble de cette histoire de la Grande Révolution jusqu'à aujourd'hui. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses en Union soviétique. Il y a eu l'éclatement de l'Empire, il y a eu ce putsch en août 91, un putsch où tout a failli revenir en arrière, tout a failli basculer de nouveau. Aujourd'hui, Kazakov est toujours communiste. Tous les jours aujourd'hui, à la radio, à la télévision, dans la presse, nous sommes abreuvés d'informations sur l'Union soviétique. Mais qui comprend réellement ce qui se passe là-bas? Mais surtout, entre les mains de qui se trouve le destin de ce pays? Certainement pas entre les mains de Nicolas Kazakov et de ces octogénaires de la Révolution, vieux croyants, crispés sur la conviction ou sur la foi. Certainement pas non plus ces jeunes de 20 ans qui aujourd'hui ne croient plus en rien, non.
c'est ceux qui ont aux alentours de 50 ans aujourd'hui. Ceux qui ont connu le dégel sous Khrouchtchev, c'est-à-dire la fin de la nuit noire stalinienne, et qui ont cru que le communisme pouvait un jour ressembler à ses origines. Qui ont connu aussi Brejnev et la période de glaciation de l'Union soviétique. Et pour finir, qui ont fait la perestroïka. C'est avec ces personnes, ces personnages de 50 ans, que nous allons redescendre le temps de la mort de Staline jusqu'à aujourd'hui. Ces trois personnages, ce sont les filles de Nicolas Kazakov, l'acteur principal de la première partie que vous avez vue la semaine dernière. Elles s'appellent Natacha, Tatiana et Lena. ...1983 habe ich gemeinsam mit Hannes, meinem Mann, und unseren Töchtern Luise und Josephine einen Ausreiseantrag gestellt wegen beruflicher Perspektivlosigkeit in der DDR. Wir konnten uns damals nicht vorstellen, dass diese Tatsache ausreichen würde, um Leute ins Gefängnis zu stecken. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, die Stasi, setzte ihren ganzen Apparat in Gang, um uns kriminalisieren zu können. Nach einem Jahr Gefängnis wurden wir, wie viele andere politische Gefangene der DDR, gegen Devisen von der DDR an die Bundesrepublik verkauft. Wenn man sich vorstellt, dass im Laufe der Jahre 35.000 Menschen auf diese Art und Weise in die Bundesrepublik gelangt sind, kann man sich vorstellen, dass das ein gutes Geschäft für die DDR war. Seitdem lebe ich mit meiner Familie in Hamburg. Als am 9. November 1989 die Mauer geöffnet wurde, hatte ich das Gefühl, dass jetzt die Zeit da wäre, Fragen zu stellen, die ich vorher nicht fragen konnte. Und ich wollte Rechenschaft fordern für die Vorgänge. So habe ich mich entschlossen, diesen Film zu machen. Je suis né à Zurich, d'origine italienne, né une deuxième fois à Paris, où je suis venu en 68 pour apprendre le français, à travers la lecture des poèmes de Rimbaud, justement, à travers la lecture de Proust, la recherche du temps perdu, à travers les films de Godard, et je suis devenu ainsi moi-même cinéaste documentariste, et en tant que tel, biographe. C'est-à-dire, je crois que le cinéma documentaire est l'art de la biographie. C'est-à-dire qu'un film permet à sa manière de raconter et de s'approcher de la vérité d'un homme. Et donc, j'ai fait ce film sur Rimbaud. Quelques années après sa mort, on revient sur les lieux de sa vie, qui est raconté par les témoins, par ceux qui l'ont connu le mieux, sa famille, sa mère, sa sœur, Paul Verlaine et d'autres. Des gens morts depuis longtemps, représentés dans le film par des acteurs qui disent les textes des autres, ce sont ce que j'appellerais des entretiens fictifs, et en face de cela, le monologue intérieur de Rimbaud, son autobiographie racontée à travers ses propres poèmes. Le film reconstruit sa vie, reconstruit sa mémoire. C'est un film sur la parole, sur la poésie, sur le temps qui passe, sur un homme absolument moderne, mort il y a 100 ans, mais contemporain, un homme d'aujourd'hui.
Après tous les changements en Europe de l'Est, ça devient une nécessité de voir notre histoire pendant le communisme dans une nouvelle perspective. J'ai fait ce film parce que je voulais rendre compte de ce qui s'est passé à nous, de ce qui s'est passé à moi, mais j'ai choisi de faire ce film par des témoins différents, ne pas utilisant beaucoup d'archives parce que dans la plupart des cas, les archives falsifient les faits et falsifient l'histoire. Mais quand même, je voulais montrer des individus qui étaient marqués par cette histoire entre les deux révolutions, celui de 56 qui était sanglant et celui de 89 qui était non sanglant. Des personnages qui étaient marqués par cette histoire et qui sont assez forts de nous présenter comment leur vie est passée, comment leur vie a souffert à cause de cette histoire et comment ils peuvent nous montrer quelle est leur vie quotidienne aujourd'hui. Ce sont 4 individus différents, mais quand même, il y a des connexions assez fortes entre ces 4 portraits, et ces connexions sont créées par l'histoire de la Hongrie. Il me semble que l'une des questions essentielles qui se posent à notre monde contemporain, c'est celle du partage de la vie. Comment partager la vie lorsqu'on est issu de cultures, d'origines différentes et que les vicissitudes de l'histoire vous conduisent à vivre sur le même sol. Il suffit de regarder autour de nous, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Irlande, que ce soit en Israël, que ce soit dans les 2 Allemagnes réunies, mais aussi chez nous. Cette question, la jeunesse issue de l'immigration, les beurs, puisque c'est le mot qui aujourd'hui les désigne et qui est entré dans le langage quotidien, les beurs nous la posent. 10 mois de travail, de dialogue, d'intimité avec les beurs nous ont permis de mesurer la distance qui existe entre l'image que la société française se fait de ce qui se passe dans les banlieues et la réalité de ces banlieues. La réalité, c'est que beaucoup de jeunes, de plus en plus nombreux, ont aujourd'hui un objectif, s'en sortir. Et de plus en plus nombreux sont ceux qui s'en sortent, sans rien oublier et en restant solidaires. Nous n'oublions pas, certes, tous ceux qui ont grandi dans l'oubli, au pied des tours de béton de leur cité, ces cités qu'on a construites très vite, dans l'euphorie des années d'expansion de l'après-guerre pour accueillir une main-d'œuvre importée, ces fameuses 30 glorieuses dont on paie le prix sans doute aujourd'hui. Mais nous avons laissé la parole à ceux qui, d'habitude, ne l'ont pas ou ne la prennent pas, qui avancent, qui construisent, qui créent, et qui peuvent être autant de repères pour une jeunesse qui n'en a plus beaucoup. Bonjour, j'appartiens à la dernière génération avant la télévision. Pour moi, et plein d'autres, le monde extérieur était la TSF. La radio trônait, impériale, au milieu de l'appartement. Tous les soirs, réunis, nous écoutions et reprenions en chœur les refrains de la réclame et les chansons des vedettes invisibles. Lorsqu'il m'a été donné de visionner des films rares où apparaissaient speakers, comédiens, chanteurs, je n'ai pu résister à l'envie de vous les faire découvrir. Pour réaliser cette émission,
il fallait un metteur en scène talentueux. Philippe Collin a amené sa nostalgie et toute sa délicatesse. Pour la commenter, il fallait un homme compétent, amoureux du monde radiophonique. Ce guide ne pouvait être que Pierre Bouteiller. Nous avons voulu faire un film tendre, drôle, émouvant. Alexandra Lerot et moi-même avons commencé ce film en mai 89 à la prison de Fleury-Mérogis, où nous avons filmé pendant 3 mois les répétitions d'un spectacle théâtral joué par 5 détenus. Pendant ces tournages, nous nous sommes attachés surtout à 2 d'entre eux, Franck et David. Franck nous a proposé très rapidement d'aller montrer les images que nous avions filmées en prison à sa famille, qui habite à Sainte-Geneviève-des-Bois, en banlieue parisienne, non loin de Fleury-Mérogis. Ainsi, nous sommes devenus les messagères entre lui et sa famille, que nous avons filmés pendant 3 mois. Quant à l'autre détenu, David, auquel nous étions aussi beaucoup attachés, il nous a indiqué un lieu qui lui était cher, à Paris, porte de Saint-Ouen. Ce lieu était un terrain vague, sur lequel des hommes et des femmes vivaient depuis déjà plusieurs mois dans des cabanes. Ce film va et vient entre ces 3 lieux, la prison de Fleury-Mérogis, la famille de Franck à Sainte-Geneviève-des-Bois et le terrain vague à Paris, porte de Saint-Ouen. Il y a longtemps que j'avais envie de faire ce film. Au hasard d'une lecture, j'avais découvert l'existence de camps d'internement en France avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient été créés en février 1939, à la fin de la guerre d'Espagne, pour interner les réfugiés civils et militaires espagnols, ainsi que les combattants des brigades internationales que des régimes dictatoriaux empêchaient de rentrer chez eux, en Autriche, en Allemagne ou en Pologne par exemple. En septembre 1939, à la déclaration de guerre, on y internera tous les ressortissants allemands et autrichiens présents sur le sol français, une banale mesure administrative qui n'épargnera pas les nombreux antifascistes qui avaient cherché asile en France. 2 ans plus tard, la politique de collaboration du gouvernement de Vichy fera de ces camps l'antichambre des camps d'extermination nazis. J'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse à Aix-en-Provence, à 2 kilomètres d'un de ces camps, le camp des Milles, que vous verrez dans le film, et on ne m'en avait jamais parlé. C'est ce qui m'a décidé à rechercher des témoins de cette époque et à leur demander d'évoquer pour nous ce qu'ils avaient vécu dans ces camps. Ces images ont été tournées en 1978, il y a 13 ans. Notre idée était simple, elle consistait à faire parler, face à la caméra, une douzaine de patrons de l'industrie française. Et nous avions choisi de préférence des patrons de grands groupes qui présidaient aux destinées de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes. Nous les avons fait parler de la hiérarchie, du pouvoir dans l'entreprise, du syndicalisme, des grèves. Ces hommes étaient des patrons d'avant-garde qui incarnaient une nouvelle génération de managers. Nous les avons filmés en longueur, de manière qu'ils puissent développer leurs pensées jusqu'au bout. Ce film était programmé sur Antenne 2 en novembre 1978. Mais quelques jours avant sa diffusion, à la suite de l'intervention de certains patrons, il a été censuré, et ce, en dehors de toute procédure légale. Pourquoi ? Peut-être parce que pour la première fois, il aurait été possible d'entendre ce qu'il disait vraiment, et de l'entendre à la télévision.
Aujourd'hui, en 1991, certains de ces patrons sont à la retraite, mais la plupart des autres sont encore en fonction et dirigent de très grands groupes comme la Régie Renault ou comme le groupe Thomson. Oui, je sais, vous allez vous dire encore un film sur François Mitterrand, encore un film sur la décennie Mitterrand, tous les journaux, toutes les télévisions, etc. Désolé, alors moi je vais vous dire, c'est pas un film comme les autres, c'est une lettre. C'est une lettre que je vous envoie parce que c'est un film qui parle de vous et de moi, qui ne parle pas d'ailleurs de François Mitterrand, qui ne parle pas de politique curieusement, mais qui parle d'humeur, qui parle de l'humeur du temps. L'humeur du temps de ce jour-là, il y a 10 ans, 10 mai 81, et l'humeur du temps avec 10 ans de retard, le 11 mai 1991, 10 ans après, et on se souvient de nos peurs, et on se souvient de nos espérances, et on se souvient du bonheur, et des fous rires, et des joies, et de la crainte des autres. Et tout ça, moi, 10 ans après, ça me donne une formidable impression de tendresse. Alors, j'ai pas voulu faire un film de solennel, j'ai pas voulu faire un film de commémoration, j'ai pas voulu faire un film de célébration. Non, non, c'est une lettre avec ses chagrins, ses joies, l'humeur des gens qui la composent, et moi, je les écoute. Et ce billet que vous envoient ces gens très connus, de droite, de gauche, anonymes, de droite, de gauche, c'est cette lettre-là qui est en forme de film, 10 ans après. J'ai tourné ce film en 83. À l'époque, je sortais d'une thèse en anthropologie politique où j'ai étudié le pouvoir traditionnel dans l'Est nigérien. De l'abstraction de l'écrit, j'ai eu envie de passer à l'image, au mouvement, aux couleurs, à l'espace. J'avais été frappée lors de mes séjours sur le terrain par le spectacle du pouvoir, même dans les jours ordinaires. Je suis partie avec une caméra, sans aucune expérience cinématographique. J'ai recruté un preneur de son sur place et je me suis installée dans une chefferie. J'avais évidemment des idées précises de l'histoire que je voulais montrer, mais le film s'est aussi fait au jour le jour. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que le film s'est fait en se tournant. J'ai tourné la chronique paysanne en Gruyère, dans la famille Babst, en 1989 et 90. Et malheureusement, j'ai peur qu'il soit comme les derniers des Mohicans. En effet, l'Europe banalise un peu les problèmes. Elle ne tient absolument pas compte des valeurs culturelles et humaines. Seuls les critères économiques comptent, et évidemment, les paysans de montagne, concernant les critères économiques, coûtent plus qu'ils ne rapportent. Mais ce sont des gens qui savent absolument tout faire et qui sont pleins d'humour. Et j'espère que vous aurez autant de plaisir à voir le film que je n'en ai eu à le faire. Non, ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller sur le Paraná. Peut-être parce que ça a été la voie d'accès des conquistadors dans leur recherche de l'Eldorado. Et puis j'imaginais des bateaux d'immigrants au début du siècle. Alors j'étais sur le port de Buenos Aires et j'ai cherché les horaires de bateaux pour aller à Asunción, au Paraguay, par le fleuve.
Et on m'a traîné d'un endroit à un autre sans vraiment pouvoir me dire s'il y avait un bateau. Et j'ai même été jusqu'à l'ambassade de France en leur demandant, mais aidez-moi, je trouve qu'il y a là une énigme. Les Argentins eux-mêmes ne sont pas sûrs, ne savent pas s'il y a un bateau pour des voyageurs sur ce fleuve qui est l'un des plus grands fleuves du monde. Et il n'y avait pas de bateau, il n'y a plus de bateau. Et ça m'a donné l'envie de partir à la découverte d'une région du monde. Ça m'a donné envie de faire un documentaire, pas un travail de journaliste qui connaîtrait son dossier à l'avance, mais un documentaire qui prendrait le temps. Le film fait 1h30, le temps de tenter d'approcher le mystère des êtres et des choses.